Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans les jeudis de la formation. La chronicisation des lombalgies chroniques est un casse-tête tant pour les médecins que pour l'assurance maladie qui consacre un gros budget à ce problème sans vraiment obtenir des résultats spectaculaires. La SOFMO, qui est la Société savante de médecine manuelle, en a fait un sujet majeur de son congrès qui va débuter demain à Paris. Préciser le rôle de la médecine manuelle sera en effet un des aspects originaux de cette émission. Et préciser les limites entre cette médecine et l'ostéopathie, ce qui n'est pas toujours simple. Notre invité ce soir est d'abord rhumatologue de formation, il exerce à Angers, mais le docteur Norbert Tesser est aussi le président de ce congrès, donc un spécialiste de la médecine manuelle. On essaiera de comprendre pourquoi ces lombalgies se chronicisent en évoquant les pistes pour éviter ce passage à la chronicité. Et bien évidemment, Norbert Tesser aura à cœur de nous convaincre que sa discipline peut jouer un rôle essentiel. Alors, cette émission est enregistrée, donc pas de questions en direct comme d'habitude. En revanche, certains de nos téléspectateurs assidus ont accepté de nous suggérer certains points que nous développerons à la fin de chaque chapitre. Bonjour Norbert Tesser. Bonjour Jean-François. Alors, on va peut-être parler de la lombalgie chronique d'abord, peut-être la définir. Qu'est-ce que vous, c'est quoi la lombalgie chronique ? Je crois qu'il faut la définir selon trois directions. D'abord, une direction dans le sens topographique. C'est-à-dire c'est le mal en bas du dos, grosso modo au-dessus des fesses, qui peut descendre partiellement dans les membres inférieurs, en tout cas jamais au-delà des genoux, qui peut être plus ou moins à bascule au niveau de ses membres inférieurs, mais qui a quand même son point d'ancrage au niveau de la région lombaire, c'est-à-dire en haut. Okay. Ça, c'est la topographie. Derrière, il y a pour ce qui est de la lombalgie dite commune, qui est le sujet, ça veut dire que nous avons éliminé ce que l'on appelle les lombalgies symptomatiques, c'est-à-dire des lombalgies qui cachent des maladies beaucoup plus sévères. Et puis, la chronicité, on a défini qu'il s'agissait de toute lombalgie qui, de façon tout à fait continue, persiste au-delà du 3e mois. Alors, est-ce que c'est l'affection rhumatologique qui se chronicise le plus ? Alors, je crois qu'actuellement, on peut dire oui. Globalement, dans les affections de l'appareil locomoteur, c'était tout ce qui chapeautait un petit peu l'arthrose. Mais depuis de nombreuses années, la chirurgie orthopédique prothétique a transformé le pronostic du handicap de l'ostéoarthropathie périphérique et de fait, la dorsolombalgie a pris le premier rôle. Alors, si je vous disais en mot de résumé, enfin une phrase de résumé, pourquoi elle se chronicise ? Pourquoi elle se chronicise ? Mais de façon, bien sûr, c'est le thème de l'émission, mais bien sûr, c'est toujours le piège d'essayer de... Sans développer, je crois que tout se joue au départ. On pourrait presque dire que c'est une course contre la montre, et je dirais, en comptant large, 6 semaines, mais pour moi, on doit déjà avoir résolu l'essentiel du problème dans les 3 premières semaines. Ce sont donc un combat perdu contre la lombalgie aiguë. Quelque part. Pas contre. Alors la lombalgie aiguë n'est pas. La lombalgie aiguë commune, si on peut dire comme ça, se résout normalement dans 70% des cas spontanément. Donc finalement, c'est dans 30% des cas que va se jouer le combat. Et dans ces 30% des cas, on peut estimer que la moitié va peut-être poser un jour un problème. Donc il y a 15% des lombalgies aiguës ou subaiguës qui sont susceptibles de devenir une lombalgie chronique. Alors c'est en fait un vrai problème de santé publique qui a évolué un peu à bas bruit. On peut donner quelques chiffres, ceux de la CNAM. Certainement. Alors, on peut déjà parler en termes de fréquence de consultation. Un généraliste, on estime que 25% de son activité est consacrée aux pathologies de l'appareil locomoteur. Et 25% de l'appareil locomoteur. Oui, de l'appareil locomoteur. Et 60% de ces 25%, donc 15 concernent le mal au dos. Oui, c'est colossal. C'est colossal. Ça a un impact, bien évidemment, sur le travail. Impact sur le travail, absolument. Dans la mesure où une lombalgie sur 5 va aboutir à la prescription d'un arrêt de travail. Par ailleurs, un autre chiffre qui fait un petit peu peur et qui montre que c'est vraiment un fléau, sur les arrêts de travail de plus de 6 mois, la part représentée par les arrêts liés au mal au dos est de l'ordre de 30%, ce qui est énorme. Vous dites aussi que la lombalgie, c'est la 3e cause d'invalidité pour le régime général de l'assurance maladie, ce qui est quand même énorme pour quelque chose qui ne devrait pas. Qui ne devrait pas. Ouais.
On verra pourquoi, peut-être. Alors, bien sûr, on va voir pourquoi. Alors, on a l'impression que la médecine universitaire n'a pas pris le sujet au sérieux. Alors, les journaux s'en sont emparés, c'est ce qu'on appelle un marronnier. Hein. Ça marche à tous les coups. Oui. D'ailleurs, je suppose que cette émission va faire une très grosse audience. Et qu'on a, excusez-moi l'expression, refilé la patate chaude à la médecine générale. Oui, mais est-ce que c'est anormal ? La pathologie lombaire chronique, finalement, la pathologie lombaire de tous les jours, c'est une pathologie, c'est un sujet de médecine ambulatoire. Ouais. Donc, l'universitaire, le malade qui va arriver avec une lombalgie au CHU, soit il arrive en suraigu, soit il arrive déjà à un stade assez tardif. Non, attendez, je n'étais pas en train de parler de la façon dont on les traite à l'hôpital, mais de la façon dont on nous l'a enseigné. Oui. Et de la façon dont on la prend au sérieux ou pas au sérieux. Oui, mais c'est un phénomène général en médecine. On apprend à l'hôpital à partir des malades que l'on y voit passer, et ça fait partie des pathologies que l'on considère comme non sévères, et on ne l'enseigne peut-être pas assez profondément. Alors, vous nous avez défini une lombalgie chronique avec en trois items, hein, définition topographique, étiologie, d'élimination, et durée au moins de 3 mois. Oui. Et pourtant, vous parlez de fourre-tout sous le vocable de lombalgie chronique. Alors, je dirais, oui, alors ça c'est... ça nous vient un petit peu des anglo-saxons. Le fameux low back pain, qui me gêne un peu parce que dans la littérature anglo-saxonne, ces 3 mots résument le problème de la lombalgie chronique. Et puis ensuite, on passe très très vite à de l'imagerie, à des belles statistiques, à des considérations psychosociales. Ça me gêne beaucoup. Je continue de lire beaucoup la littérature anglo-saxonne et je reste très déçu par le manque de description clinique précise. Nous avons appris... Ils sont pires que nous, alors. Nous sommes certainement nettement meilleurs en sémiologie clinique en France. Oui, mais alors les chiffres, on s'en fout un peu de la sémiologie. On dit arrêt de travail, c'est un 5e. Oui. C'est pareil. J'ai pas les chiffres exacts de ces dernières années aux États-Unis, mais je pense que c'est du même ordre, bien entendu. D'accord. Alors, vous dites qu'au bout de 3 mois, on rentre dans le problème. Oui. On a l'impression que 3 mois, c'est rien dans l'histoire. C'est vrai. Quand vous parlez à un lombalgique de l'histoire de sa maladie, les 3 premiers mois, il ne s'en souvient même plus. Oui. Là, par contre, le cauchemar a commencé un peu plus tard. Oui. Donc, cette barrière de 3 mois, c'est le médecin qui doit l'avoir en tête ? Oui. Moi, je crois qu'il y a 3 périodes. Il y a la période courte. Globalement, une lombalgie chronique commence par une lombalgie aiguë, un épisode aigu, une récidive d'épisode aigu. Et dans ces conditions-là, très souvent, l'examen est assez pauvre, le patient est très handicapé, on va lui conseiller un repos bref, aussi bref que possible, et puis un antalgique. Et puis, à partir du 8 ou 10e jour, et je dirais même si tout va, semble-t-il bien, je pense qu'un examen n'est pas du luxe, un examen clinique n'est pas du luxe, qu'il y ait eu ou pas forcément un arrêt de travail. On réexamine à ce moment-là. Il n'y a plus rien, c'est très bien, le malade est guéri, on n'en parle plus. C'est 70% à peu près des cas. Dans les 30%, on doit revoir le malade. À partir de là, il y a celui qui va commencer à aller mieux entre la 2e, 3e semaine. On ramène le problème des 8 premiers jours à un peu plus tard, mais c'est les mêmes. On va dire 15%. Et les 15 autres, à cette étape qui est entre le 10e et le 20e jour, il doit avoir fait l'objet d'un examen extrêmement fouillé sur le plan clinique, pas seulement à la recherche de la lésion topographique, localisée si j'ose dire, de troubles posturaux susceptibles d'amener une chronicisation, et on peut dire déjà d'un petit début d'enquête des conditions de travail, de loisirs, etc., un cumul de risques, de facteurs de risque. On a la main trop légère ou trop lourde, mal conseillée dans la thérapeutique au début ? Oui, je crois qu'on est mal formé, c'est-à-dire qu'au départ, comment ça se passe dans la vraie vie ? Les 8 premiers jours, on ne fait rien de spécial, on calme le malade. Et on donne du paracétamol qui, paraît-il, ne sert à rien. Non, je ne suis pas d'accord, c'est souvent utile. Certains rhumatologues. À une bonne posologie, beaucoup de malades ne le prennent pas ou vont le prendre que le premier jour. Bon, donc je crois que non, le paracétamol reste un bon médicament de base, à 4 grammes par jour pour une lombalgie aiguë, voire même, pourquoi pas, un morphinique si le seuil de sensibilité du patient est trop bas. On a vu aux États-Unis les catastrophes. Mais très bref, très bref, absolument. Et les anti-inflammatoires Non, normalement, c'est pas... presse, les anti-inflammatoires doivent avoir mauvaise presse compte tenu des effets secondaires particulièrement. On dit toujours ça, mais en fin de compte, c'est ce que c'est pas un petit peu en phase aiguë, ils sont encore assez prescrits. Les rhumatologues les prescrivent de moins en moins, je pense, en phase aiguë. Les rhumatologues de moins en moins, les généralistes de plus en plus. C'est possible, c'est possible. Mais à partir de là, Je ne comptais pas vous poser la question, mais est-ce que la médecine manuelle a sa place en aigu ? Oui, bien sûr.
Alors là, les avis sont divergents. Il y a des tas de publications qui montrent qu'en aigu, carrément, ça ne sert à rien, mais ça dépend ce qu'on appelle l'aigu. Nous, en aigu, on a des règles. C'est-à-dire que si le patient est très aigu, la douleur est intense, mais qu'on a des possibilités de le traiter, qu'on a l'assurance qu'il ne présente pas une pathologie sévère sous-jacente, on intervient en aigu. À ce moment-là, sur ce petit sous-groupe, on a des bons résultats. Maintenant, si vous mettez tout le pool de malades d'aigu, bien entendu... Mais la vérification, ça passe par quoi? Quand vous dites... si l'examen... C'est l'examen clinique? Non, c'est l'examen clinique, mais on ne peut pas. Dans le pool général, il faudrait que tous les généralistes qui voient l'aigu aient cet examen topographique absolument précis, et ça n'est pas le cas. On va sans doute y revenir. D'après la santé publique, la lombalgie, c'est aussi le règne, j'aime pas trop le terme, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire, du nomadisme médical. Alors, qui est coupable? Le patient? Le patient, il est un peu coupable parce que personne ne le contraint à aller voir à droite à gauche. S'il est soulagé, il n'ira pas voir quelque part ailleurs. D'accord. Vous avez parfaitement raison. On va voir comment il peut être soulagé plus vite. Non, je dirais qu'il ne porte pas la faute principale. C'est vrai que si au bout de 2 à 3 semaines, et a fortiori de 6 semaines, il ne voit rien venir, ni diagnostic ni thérapeutique, il va aller voir ailleurs. Parce qu'en ce moment, on les culpabilise un peu, les patients. Non, je crois que c'est un tort. Mais surtout que les institutions acceptent tous ces examens complémentaires, traitements kiné, cures et tout ça, avec une certaine complaisance. Ça vous irrite, vous? Oui, ça me contrarie un petit peu, oui. Quel est le parcours normal? C'est la phase aiguë passée, le malade se plaint encore. S'il n'a pas un examen attentif et que le médecin généraliste ne dispose pas des moyens thérapeutiques simples, y compris la médecine manuelle, pour essayer de le soulager, il va l'envoyer chez le kinésithérapeute. C'est le circuit classique. Et là, on est parti pour une 12 ou 15 séances, c'est-à-dire on arrive aux 3 mois. Si le problème est résolu, tout va bien. Si le problème n'est pas résolu, on a déjà mis le doigt dans l'engrenage et le début de la perte de confiance du patient. Car le patient, au départ, a confiance dans toute l'équipe médicale. Au bout d'un moment, elle peut s'éroder, cette confiance. Alors, j'ai fait plein d'émissions sur les lombalgies. À chaque fois, on arrive toujours aux mêmes conclusions. Il faut remettre le malade dans la vie active. On devrait nuancer parce que entre quelqu'un qui travaille dans un bureau et quelqu'un qui soulève des parpaings, j'allais le dire. On peut peut-être quand même faire une nuance. Il faut une nuance. Mais on voit même, j'ai fait certaines émissions où on remet les gens, les lombalgies chroniques, dans des véritables salles de sport avec des machines. Non. C'est pas comme ça. Oui, mais la médecine physique propose ça sur certaines lombalgies. Après, au stade chronique, dans le cadre de la réharmonisation, de la reprogrammation musculaire, c'est un problème différent. Je crois que le patient aura une confiance bien plus importante dans l'équipe médicale et paramédicale si on lui explique le problème. Il faut expliquer, lorsqu'on en a la certitude, qui va s'appuyer sur une anamnèse extrêmement précise, c'est-à-dire un interrogatoire extrêmement précis sur toutes les conditions de vie, comment c'est arrivé, etc., et un examen clinique précis qui nous permet d'affirmer qu'on est dans le cadre d'une lombalgie commune. On n'est pas encore chronique, on est en aigu et subaigu. Le patient, à partir de là, va sentir qu'il est effectivement pris en charge. Ensuite, on va parler des techniques thérapeutiques qui peuvent être mises en jeu, et on n'a pas besoin d'examens complémentaires. Je reviens sur la question que vous m'avez posée. Les examens complémentaires, effectivement, j'allais y venir tout à l'heure. Lorsque la phase kinésithérapique est passée, on arrive déjà au 3e mois, parfois un peu avant, bing, on déclenche les examens complémentaires. Et là, grand malheur, parce que le radiologue, lorsque la voie directe se fait entre médecin généraliste et radiologue, le radiologue va alors décrire tout ce qu'il voit, intégralement. D'ailleurs, les comptes rendus sont extraordinaires. Je cherche donc je trouve. Et il va tout décrire. Le médecin généraliste ou le médecin bien informé va en tirer uniquement ce dont il a besoin par rapport à son examen clinique. Par contre, le malade, lui, il a tout retenu. Il a retenu qu'en bas, c'était écrasé, qu'il y avait des gros becs de machin, et ça, vous ne lui enlèverez plus ou que très difficilement de la tête. Il faut donc expliquer au patient en amont, avant même peut-être parfois, à partir d'un certain âge, de faire la radio, qu'on va trouver des images. Mais que nous, ce qu'on cherche, c'est à tel endroit. Moi, je voyage. Votre lombago, votre lombalgie, elle traîne à cause du... C'est en L3 que ça se passe. L3, L4. Donc, si on lui dit le disque L5, S1, il est usé, oui, mais ça, on s'en moque. On savait qu'il allait être usé. De toute façon, il ne vous fait plus mal, il ne bouge plus. Mais si vous ne lui avez pas dit, là, vous allez avoir du mal à désamorcer la bombe du compte-rendu radiologique.
Mais c'est difficile de passer ce message-là auprès de la médecine générale qui a quand même une... Il faut y revenir. Il y a une pression. Alors, je sais que vous devez bouillir d'envie de nous parler de la médecine manuelle, mais moi je trouve que c'est bien qu'on fasse tout ça. Non, de toute la médecine. Voilà. Au final, si je vous résume, le médecin généraliste est démuni parce que les maîtres n'ont pas fourni de protocole clinique. Ils ont fourni un protocole clinique qui, au fil du temps, s'est trouvé être insuffisant. La médecine manuelle, c'est un bref historique que je voudrais faire, très très bref. Elle date en France d'un enseignement organisé, elle date des années 60. Le premier diplôme, le premier enseignement universitaire a été fait par Robert Meigne à Paris, à l'Hôtel-Dieu. Ensuite, le premier diplôme, qui était un diplôme une espèce de capacité, si on peut appeler ça comme ça, en 73, puis diplôme universitaire dès 1973, premier diplôme universitaire, et puis à partir de 1995, le diplôme interuniversitaire, au moment où beaucoup de facultés enseignaient cela, mais dans le cadre du DU et non pas de la formation initiale des médecins, et donc il fallait essayer d'uniformiser l'enseignement. On est d'ailleurs en train de refondre complètement le programme de ce type d'enseignement. Donc, à partir de cette époque-là, donc on va dire dans les années 90, la logique d'examen d'un lombalgique a changé. Mais elle n'a pas forcément changé dans tous les programmes d'enseignement de base de la formation initiale du médecin. Donc les universitaires n'ont peut-être pas pris, les enseignants n'ont peut-être pas pris à temps, mais il y a eu des FMC. Les médecins généralistes ne peuvent pas uniquement avoir ceci comme excuse. Il y a eu beaucoup de formations continues faites par des confrères, au fil des années, répétées. Ils avaient la possibilité d'apprendre cette sémiologie. Alors on va passer à la suite de cette émission. D'ailleurs, on fera un petit hommage à Robert Meigne, puisque Robert Meigne a été plusieurs fois à votre place ici, et que je fais de très belles émissions avec lui, comme avec vous. On y pense tous les jours. Est-ce que c'est un problème de muscle ou de disque? Excellente question. Ouais, c'est une question d'un rhumatologue. C'est une excellente question. Je crois que c'est souvent un problème de disque, mais c'est toujours un problème de muscle. Parce que si vous avez une musculation parfaite, de qualité en termes de performance, avec un équilibre postural parfait, pourquoi voulez-vous, sauf dans des cas d'arthrose précoce, c'est très très particulier, et ça ne court pas les rues, pourquoi voulez-vous user vos disques de façon anormale, faire des hernies discales, etc. Donc pour moi, c'est un problème d'utilisation de qualité fonctionnelle au départ de l'appareil musculaire et postural, général, et puis ensuite, en fonction de la constitution du tissu conjonctif, et notamment disco-vertébral, on va avoir des évolutions plus ou moins importantes vers des arthroses. C'est pour ça, quand c'est vraiment musculaire, c'est pour ça qu'on voit de la graisse. Donc plutôt musculaire. Oui, on voit de la graisse à l'IRM, qui traduit un petit peu ce problème. Oui. Bien sûr. Je poursuis. Donc, pour rééducation musculaire semblerait importante. Oui. On ne peut pas envoyer tout le monde chez le kiné. Non, ça n'est pas nécessaire. Les médecins conseillent l'exercice physique, mais en pratique, c'est une des grandes faillites. Bien entendu. Si c'est un ancien sportif qui a été obligé d'arrêter, ça arrive à beaucoup de personnes. Ils sont très sportifs jusqu'à 30 ans, et puis la promotion professionnelle, les contraintes familiales font qu'on arrête le sport. Et puis on se dit à un moment donné, il faut que je recommence. Là, il y a une éducation, on arrive à s'en sortir. Si personne n'a fait de sport jusqu'à l'heure qu'il est, il faut l'éduquer, il faut lui faire un bilan pour savoir qu'est-ce qu'on peut lui faire faire. Vous m'avez dit en préparant cette émission que vous ne voulez pas, de grâce, cessons de mettre au premier plan les facteurs psychosociaux. Pourquoi? Alors, les facteurs psychosociaux... Vous avez dit quelques exemples. Oui, alors, en tout état de cause, dans les 3 premiers mois, avant la fin du 3e mois, je pense que le facteur psychosocial n'est pas prépondérant, et je crois que peu de confrères pourraient me contredire. Je dirais que je n'ai jamais vu, dans plus de 40 ans de pratique, un malade présentant une lombalgie chronique exclusivement pour des problèmes psychosociaux. Donc, je ne veux pas qu'on les mette au premier plan. Par contre, ils deviennent indiscutablement importants et peuvent éventuellement devenir prépondérants au-delà du 3e à 6e mois, évidemment, parce que le patient étant désespéré va chercher un alibi et va trouver que les conditions de travail sont trop dures, que les contraintes familiales, d'ailleurs, il y a souvent des vraies pressions psychologiques, familiales et professionnelles qui font que le malheureux n'a pas d'issue. Donc le facteur psychosocial, de grâce, n'en parlons pas dans les 3 premiers mois, de préférence. Alors pour éviter le passage à la chronicité, on va éviter l'errance diagnostique. Oui. Vous dites que les médecins doivent se remettre en cause et être un peu plus stratégiques. Oui. Vous entendez quoi par ça?
Eh bien, une bonne stratégie, c'est quoi? C'est un bon diagnostic à partir duquel j'ai un bon protocole thérapeutique. 2 règles ont été énoncées depuis quelques années qui sont très importantes. C'est ne pas arrêter son patient trop longtemps, c'est-à-dire des arrêts de brève durée, lui dire de rester aussi actif que possible, en faisant la part de ce que vous disiez tout à l'heure entre un employé de bureau et un manutentionnaire au hall. Et puis, donc ça c'est l'aspect général. La deuxième chose, c'est pas d'imagerie avant 3 semaines. C'est très bien. Moi, je me demande si on ne peut pas dire 6 semaines même. Oui, puisque j'irai jusqu'à 6 semaines. Oui. Et à partir de là, on a éliminé tout le parasitage informationnel, souvent non fondé, trop riche, etc. On en a parlé tout à l'heure, de certains comptes rendus radiologiques voilà, qui ne devraient plus être de mise. Ça, c'est pour les règles qui ont été données. Maintenant, on n'a pas assez insisté sur l'examen clinique. Nous avons les moyens de déterminer non seulement comment fonctionne une colonne vertébrale, pourquoi elle accroche, pourquoi elle dysfonctionne à tel ou tel niveau, et pourquoi ce dysfonctionnement ne se règle pas aussi bien qu'on le voudrait en l'absence d'une lésion majeure, parce qu'il y a d'autres conditions posturales. Ça n'est pas enseigné, et donc dans le... Il a le temps, le médecin généraliste, de faire tout ça? Oui, il a le temps de se former, ça c'est clair. Non, c'est pas de se former, mais les lombalgies chroniques, c'est son pain quotidien. Oui. On dit toujours la clinique, c'est important, c'est vrai, mais l'enquête, c'est... L'enquête anamnestique bien menée chez un sujet entraîné, c'est 2 minutes. D'accord. Et l'examen clinique d'un lombalgique, neurologique compris, en détaillant quelques tests posturaux de grand secours, c'est moins de 5 minutes. Alors, vous dites aussi qu'il faut penser efficacité pour les lombalgies aiguës, c'est-à-dire que, là, on en est à 70%, vous m'avez dit 70% qui sont solutionnés dans voilà, les... Mais on ne sait pas au départ qui est dans les 70%, mais ils se résolvent... Avec des bons pronostics. Ben, celui qui va récidiver de sa lombalgie aiguë au bout de 2 mois, et puis encore une fois au bout de 4 mois, là, on va pas... Ça serait quoi le seuil acceptable de chronicisation, quelque part? Parce qu'il y a un moment, peut-être... Ou à partir de quand, lorsqu'une lombalgie aiguë se répète, elle peut déjà être considérée comme une future lombalgie chronique. Je crois que s'il y a un deuxième épisode aigu dans les 3 mois, là, il faut prendre ça très au sérieux. Très, très au sérieux. Alors, vous dites le planning acceptable d'une lombalgie, c'est pas grand-chose à 2 à 3 semaines d'évolution. Vous ajoutez même jusqu'à 6 semaines. 6 semaines, entre la 3e et la 6e semaine, là, on s'est mis au travail quand même. On a épluché le malade, on sait exactement où ça dysfonctionne, on sait pourquoi, et on est à peu près capable de dire s'il présente une lésion majeure ou pas ostéo-articulaire. La cascade thérapeutique, c'est laquelle ? C'est-à-dire, on a vu tout à l'heure antalgique. Oui. Alors, elle peut être antalgique, notamment avec des antalgiques majeures. Ça, je pense que non, ça, c'est pas de mise. Je ne crois pas qu'elle soit la cascade, elle n'est pas médicamenteuse. Le patient arrêtera d'ailleurs de lui-même très vite. Donc, le problème va être réglé par le patient lui-même. Il arrêtera de lui-même. Enfin, il y a quand souvent. Même quelques patients qui traînent des traitements anti-inflammatoires. C'est vrai, mais ils sont trop disciplinés. Ils sont trop disciplinés. Vous intervenez de façon idéale en médecine manuelle à quel moment ? Je pense qu'on reste toujours sur ces fameux chiffres. Je pense qu'à partir de la 2e semaine et jusqu'à la 6e, c'est là qu'on doit agir. Moi, je considère que si je n'ai pas résolu un problème de lombalgie aiguë ou subaiguë à la 6e semaine, je me repose de sérieuses questions diagnostiques. Et là, j'enclenche éventuellement une enquête d'imagerie. Alors, le nombre de patients qui devraient avoir recours à vos services est colossal. Oui. Vous êtes combien en France Actuellement, alors de diplômés depuis que les de gens qui sont capables Non, actuellement, on estime qu'il y a 1500 à 2000 praticiens. C'est ce qui suffit pour la demande ou on en est Ça ne suffit pas, mais nous préconisons précisément de former beaucoup mieux les médecins généralistes. Façon vraiment... À la médecine manuelle ou à vous envoyer... À la médecine manuelle. Oui. Non, à la médecine manuelle, de façon à ce qu'ils résolvent le problème. C'est quelle durée de formation Alors, si on fait une formation théorique, c'est 300 heures théoriques plus des stages. Il faut faire ça sur 2 ans, à raison d'une formation hebdomadaire, donc on va dire une vingtaine de fois par... il faut consacrer 20 journées par an pendant 2 à 3 ans. Et là, on a un bagage important. Je n'ai jamais très bien compris pourquoi...
il n'y avait pas un nombre plus important de généralistes qui se formaient à ça, dès lors qu'un quart de leur activité représente de la pathologie locomotrice. Ils devraient se pencher sur la finesse de l'examen clinique. Pourquoi on n'est pas aussi meilleur qu'on est? J'allais dire, c'est pas moi qui vais répondre à cette question-là. Non. Et vous êtes président d'un congrès. Il faut leur dire que c'est possible. Oui, mais pourquoi il n'y a pas plus de popularité de la médecine manuelle? Il n'y a pas besoin d'être rhumatologue, hein? Non. Il y a actuellement en France. Alors, il y avait quasiment que des spécialistes jusqu'aux années 95. Ensuite, on a commencé à introduire, à juste titre, et je m'en félicite, à partir de 90, 95 surtout. Actuellement, il y a un petit peu plus de généralistes, mais il n'y en a pas assez. Ça se code comment? C'est-à-dire... Alors, l'acte de médecine, on va parler de la médecine vertébrale. L'acte de médecine vertébrale est coté à la nomenclature, ça s'appelle LHRP 00. Je vous passe le détail. Il est reconnu, le DIU est bien sûr reconnu par les autorités médicales, il est reconnu par le Conseil national de l'ordre et il est coté, donc cet acte est coté, est un acte de la médecine courante. Mais à condition d'avoir la compétence. Prise en charge totale. Prise en charge totale sur l'acte. Sauf si vous faites partie des secteurs 2 qui ont droit au déplacement, mais la prise en charge. Sinon, le tarif normal. Le tarif normal actuel, il est de. Vous avez votre consultation, une séance complète ne dépassera jamais 40 € pour un généraliste, je pense. Alors, vous faites un congrès. Pour un spécialiste, 70 par exemple. Vous faites un congrès pour essayer d'avoir une approche collégiale, consensuelle, organisée. Oui. C'est-à-dire, dans ce congrès, il n'y a pas que des gens qui font la médecine manuelle. Pas du tout. Vous allez avoir à peu près toutes les disciplines de tout. Il y a des anesthésistes, il y a des neurochirurgiens, il y a absolument... Et il y a beaucoup de généralistes, beaucoup d'étudiants, beaucoup d'internes. On souhaite montrer l'accessibilité de cette médecine à tous, hommes et femmes. Et on espère, c'est pour ça que nous avons fait 100 ateliers, c'est pas 100 ateliers différents, c'est 100 répétitions, mais avec 13 thèmes, plus 2 ou 3 internationaux, on va dire qu'il y a 13 thèmes principaux, sur lesquels on peut venir voir et se rendre compte que c'est assez simple et que c'est à la portée de tout médecin. Alors maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet sur la médecine manuelle, mais tout ce long préambule pour dire que vous dites qu'il faut avoir une vision globale nécessaire pour prendre en charge. Vous ne pouvez pas prendre en charge manuellement un patient si vous n'avez pas un diagnostic général. Alors on a 2 commentaires, quand même, un qui dit « Répétons que les examens ne servent à rien dans 90% des cas, les examens complémentaires ». Dans la lombalgie commune, oui, c'est sûr. Pas dans la lombalgie tout venant, parce que dès que ça va pas bien au bout de 6 semaines, on va se poser quand même quelques questions. Mais oui, 90% ne me paraît pas un chiffre irréaliste. Donnez moins de médicaments, plus facile à dire qu'à faire. Il faudrait quand même que le médecin un petit peu... alors là il faut s'interroger sur l'efficacité des médicaments. À ce moment-là, s'ils sont efficaces, on n'en donne pas beaucoup. Non, je ne pensais pas que c'était pas l'esprit de la... J'ai bien compris. L'esprit, c'est de dire que face à des patients... Il y a une poussée. Il y a une poussée... Eh bien, pas de tous, pas de tout le monde. Okay. C'est très particulier. Ça dépend un peu. Oui, c'est vrai que ça commence un petit peu... Ça commence un peu à changer, oui. Alors, on va raconter un petit peu. Vous avez donné des dates. Moi, ce n'est pas les dates qui m'intéressaient. C'était comment est née cette médecine manuelle. Parce que d'abord, on peut dire qu'elle est née en France, en fait. Elle est née partout. Avant Robert Mein, il y avait déjà des gens. Dans l'Antiquité, il y avait déjà de la médecine manuelle. Ambroise Paré faisait de la médecine manuelle. À votre place, Robert Mein m'a expliqué qu'il était médecin d'une équipe de judo. De judo. Et qu'un jour, en regardant quelqu'un se blesser, il s'est dit, si je faisais le mouvement inverse, j'obtiendrai peut-être des bons résultats. Et c'est là où est née sa théorie. Oui. Il faut rappeler également que c'était un rhumatologue d'excellent niveau, avec une bonne formation neurologique de base. Il s'est posé des questions. Il est allé voir en France, à l'époque, il y avait peu de gens, pratiquement personne, à part peut-être des rebouteux. Et donc, c'était pas très fiable. Donc, il est allé voir un peu à l'étranger des gens, des médecins, notamment en Angleterre, qui pratiquaient. Et puis il a regardé ça. Et puis il a vu qu'il y avait des choses qui étaient un peu empiriques. Et il a eu ce mérite extraordinaire. C'est un des rares au monde qui a eu ce mérite de synthétiser. Il a fait une synthèse extraordinaire et il a codifié la médecine manuelle. Ce qu'il a décrit il y a plus de 50 ans, nous n'avons pas changé un iota. Alors c'est quoi les grands principes? Les grands principes, la règle de la non-douleur, par exemple. Lorsqu'un malade a mal, je ne vais surtout pas aller dans ce sens-là. Par contre, je peux peut-être essayer d'aller dans l'autre sens. Ça ne peut pas lui faire de mal. Lui-même peut. D'ailleurs, le malade a trouvé sa position antalgique, bien évidemment. Et puis la règle du mouvement contraire, ça bloque. Je ne vais pas forcer. Je vais essayer d'aller dans le mouvement libre et puis peut-être que j'essaierai un peu plus tard de revenir vers le mouvement sain. On verra. Et c'est là que tout l'aspect postural, neuromusculaire devient passionnant. Vous travaillez plus sur la région que sur... Absolument. Que localement. Bien entendu, bien entendu. Mais
C'est une médecine qui demande une certaine force physique. Pour ce qui est du rachis lombaire, c'est assez usant. Ouais. Mais il y a plus usant que ça. Traiter une hanche, c'est beaucoup plus dur que traiter un rachis. Mais pour revenir au rachis, c'est assez usant effectivement au fil des années. Je pense que certaines consoeurs un peu frêles ne peuvent pas manipuler tous les malades et ne peuvent pas traiter même par les techniques dites neuromusculaires parce qu'il faut une certaine force. Tout n'est pas manipulation, loin s'en faut. Je voudrais insister sur le fait que nous ne sommes pas des manipulateurs exclusifs. On va y venir. Bon, on va y venir. Et par contre, pour ce qui est du rachis dorsal ou du rachis cervico-dorsal, qui intervient en partie dans la pérennisation de certaines lombalgies, là, c'est à la portée de tout le monde, on peut le dire. Alors, il faut être médecin ou pas pour faire de la médecine manuelle ? Pour faire de la médecine manuelle, il faut être médecin, par définition. Mais pour faire ou alors vous enlevez médecine. Pour faire des manipulations moi, je veux dire, là, aujourd'hui, on parle de médecine manuelle, on parle que d'actes faits par des médecins. Absolument. Absolument. Parce que le débat, évidemment, qui fait rage, c'est avec l'ostéopathie. Alors, la mode de mon ostéopathe m'a fait ceci, cela, qui arrange ou qui dérange cette mode. Oui. Comment vous vous situez par rapport aux ostéopathes, vous ? Qui parfois sont médecins. Totalement à côté. Oui, mais alors, non, le problème, on va dire, des ostéopathes non médecins, non kinésithérapeutes. On va dire ça comme ça. Ceux-là, vous les conseillez ? C'est là. Mais non, parce que, enfin, je ne les conseille pas. D'abord, ils manipulent peu. Il faut savoir qu'ils manipulent peu. Donc, on n'est plus dans enfin, l'acte le plus à risque pour les classiques très prudents ne risque pas d'arriver chez ces gens-là. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est qu'il y a deux choses que je voudrais dire sur ce sujet, qui résument bien ce que j'en pense. Comment faire croire, et qui peut croire et qui peut vouloir faire croire qu'en 4 ans de formation, vous obtenez la même chose, voire mieux, que 8 années de médecine de base, plus une éventuelle spécialité, imbriquée avec 1 à 2 années qui peuvent être plus ou moins fondues de médecine manuelle, ça veut dire 12 à 14 ans. Moi, je veux qu'on m'explique comment, en 4 ans, on fait mieux qu'en 14 ans. Ça, c'est la première remarque. Il faudrait qu'on m'explique pourquoi on a besoin de 14 ans, mais c'est un autre débat. C'est un autre problème. Mais peut-être 10, allez, on va dire 10. Mais on est d'accord, c'est un autre débat. Vous me direz l'histologie. En quoi l'histologie, 1 an d'histologie vous aide Absolument, c'est vrai. Et puis, on en sait toujours plus au bout de 40 ans d'exercice qu'au bout de 8 ans. Bon. Le deuxième chiffre, il y a, rapporté à la densité populaire, de population, il y a 4 fois plus d'ostéopathes non médecins et non paramédicaux qu'aux États-Unis. Bon, depuis environ 15 à 16 ans, 2002 à peu près, où ça a commencé vraiment à prendre son essor. Actuellement, je ne sais plus, ils sont 20 000. La question que je me pose, c'est que les chiffres de la lombalgie chronique et du mal au dos ne cessent de croître, et malgré leur arrivée. Et pourtant, on a mis le paquet, on a fait 4 fois mieux que les Américains. Les Américains, c'est des petits joueurs. Là, nous, on a fait 4 fois mieux, et bien on est aussi mauvais. Il y a un problème. Il faut qu'on m'explique. Donc pour vous, là, cette émission, médecine manuelle, on est sur de la médecine. Médecine générale manuelle, voilà. On y reste. Le chiropracteur, lui, pour... c'est un cas bien particulier, ça, le chiropracteur. Les chiropracteurs ont une formation donc non médicale, sauf certains aux États-Unis. Ils ont une formation théorique de biomécanicien qui est une formation de très bon niveau. Ils savent sans doute relativement bien lire les radios. Sur le plan du diagnostic général, j'en suis pas sûr. Donc le chiropracteur, il peut rendre service peut-être. Est-ce que c'est une solution face au manque de médecins qui font de la médecine manuelle non. De les associer à des chiropracteurs? Non, je crois pas, parce que ça après c'est un problème de choix sociétal. Moi je considère que si on forme très bien un médecin généraliste sur 10 à ça, et c'est le minimum qu'on puisse demander et les aides au pouvoir public pour aider à cette formation, je pense qu'on aura largement résolu le problème. Les indications. Et puis il y a les kinés, ils nous aident beaucoup. Hein. Oui, mais ils font pas de médecine manuelle. Non, mais ils nous aident à faire que ça ne se chronicise pas et on peut... Les indications, c'est tous les troubles... Alors, ce que l'on appelle d'une façon générale les douleurs fonctionnelles, donc les troubles et dysfonctionnements, pour lesquels on ne retrouve pas donc de symptomatologie grave sévère, les pathologies tumorales, inflammatoires, infectieuses, etc., ou des pathologies rapportées. Vous pouvez avoir mal au dos parce que vous avez un énorme anévrisme artériel ou une tumeur du 1, ou etc. Donc un bon examen médical, ça même un chiropracteur, à mon avis, ne le fait pas. Et puis,
Donc ça, c'est les contre-indications absolues. Et puis les contre-indications relatives, elles sont essentiellement liées à la technique. Je mettrai quand même les affections déminéralisantes, c'est-à-dire les ostéoporoses du rachis. Il faut être très très prudent. On fait plutôt des mobilisations. Non, là, on va rentrer dans les contre-indications, peut-être. Oui, relatives. Relatives. Parce que une des questions qui était plus un résumé disait douleur mécanique, on manipule, douleur inflammatoire, on s'abstient. Est-ce que c'est aussi schématique que ça? Oui, c'est bien pour ça qu'on manipule pratiquement jamais les aigus, sauf dans des cas très particuliers. Un aigu qui a vraiment... C'est tout récent, il vient de se faire ça sur le terrain, au judo. Il allait très très bien 10 minutes avant. On a un examen qui nous autorise à travailler dans le mouvement contraire, ça se passe bien. Il n'y a pas d'inflammation, elle n'a pas eu le temps de s'installer. Les contre-indications absolues. Oui, alors les absolues, c'est les affections symptomatiques, donc toutes les pathologies graves, ce que je disais, tumorales, infectieuses, etc. Ça nécessite un diagnostic absolument fin. Donc on doit commencer cette enquête anamnestique et clinique dès le 8e, 10e jour. Il n'y a pas besoin de beaucoup d'examens complémentaires. Une lombalgie qui reste aiguë, vraiment aiguë, sans trouble neurologique déficitaire au 10e jour, on commence peut-être par une biologie quand même. Petit examen biologique, ça aide. Et puis on va lui dire, voilà, si vraiment vous n'allez pas bien, on verra pour la radio. On peut même devancer, on peut peut-être prendre déjà le rendez-vous avec le radiologue 10-15 jours après, il sera toujours temps de l'annuler si le malade est guéri. Parce qu'ensuite, on ne va pas encore attendre 15 jours de plus. Il y a ça aussi qui chronicise, les délais. Vous avez des malades, ils arrivent à un scanner justifié parce qu'ils avaient une hernie discale, au 4e mois, ça ne va pas. L'ostéoporose, vous avez dit tout à l'heure, c'est relatif, même une ostéoporose. Pas en phase aiguë, pas en phase de tassement aigu, non, mais en phase, oui, parce qu'une ostéoporose, à force d'avoir tassé, nous savons que, nous rhumatologues, que les tassements vertébraux se situent volontiers dans la partie dorsale basse et lombaire supérieure. Statistiquement, c'est la zone de choix. Donc vous imaginez les déformations. L'axe de sustentation n'est plus du tout au même problème. Donc à partir de là, ils vont développer des compensations, et ces compensations, sur des zones qui peuvent être mobilisables, je ne dirais pas manipulables, pas de grand trust, mais là, ces patients sont traitables par la médecine manuelle de façon absolument extraordinaire. Extraordinaire. L'âge de la maladie et du malade rentre en compte? Très important, très important. Se méfier énormément de la lombalgie qui traîne chez un sujet jeune. Ados, jeunes jusqu'à 20-22 ans. Attention, une enquête avait montré, je crois, il y a une dizaine d'années, peut-être un peu plus, mais c'est tout récent, que 20 à 25% des dorsolombalgies du sujet jeune et sportif, donc des gens entraînés, etc., cachaient une pathologie sévère. Tumorale, inflammatoire, hématologique, etc. Donc là, le sujet jeune, attention, ça sent le soufre. Après, on va dire autour de l'âge de la retraite, effectivement, les lombalgies, quelqu'un qui n'a pas spécialement eu de lumbago aigu, qui se met à se plaindre de son dos, etc., pensez d'abord à une lombalgie symptomatique, donc pas une lombalgie commune. Je ne crois pas qu'il y ait des lombalgies communes, ou en tout cas pas beaucoup, qui se déclenchent à 60 ans. Ou alors le sédentaire qui décide que pour perdre 10 kilos, il se met au sport à blanc. Voilà. Mais bon, on a le contexte qui nous aide beaucoup à ce moment-là. Durée des soins, c'est-à-dire que la médecine manuelle, c'est une séance qui dure... déjà en soi, l'unité 20 à 25 minutes. 25 minutes, et vous revoyez le malade combien de fois? Moi, si en 3 fois j'ai pas de résultat, je considère que ou je me suis trompé de diagnostic ou vraiment c'est la technique, mais c'est souvent l'erreur de diagnostic. Je voudrais juste rajouter à ce sujet, dans nos armes, médecine manuelle, nous y incluons les infiltrations, le dry needling, c'est-à-dire les piqûres à l'aiguille sèche sur des zones particulières, les fameux myofascial syndrome, les syndromes myofasciaux, ça fait partie de la médecine manuelle parce qu'elle n'est pas enseignée, peu enseignée, un peu en médecine physique réadaptation, certainement pas en médecine rhumatologique et encore moins en médecine générale. Je suis médecin, là, je suis passionné par ce que vous dites. J'adresse mes malades comment, à qui, comment je fais pour voir? Il y a un site de votre... Oui, nous avons un annuaire en ligne, bien sûr, mais je pense que il y a aussi le bouche à oreille dans les villes. Vous savez que le docteur Intel... Je ne peux pas accepter, par exemple, ça arrive à Angers comme partout, qu'un généraliste... je viens de prendre ma retraite. Ça fait plus de 40 ans que j'exerce en libéral. Le gars qui est installé depuis 20-25 ans, il me connaît. Il a entendu mon nom plusieurs fois. Il trouve moyen d'envoyer, il dit à son malade, allez chez l'ostéopathe. Il ne lui dit pas, allez voir un médecin manuel. Il y en a 7 à Angers qui peuvent. Eh ben non, il l'envoie chez l'ostéopathe. Le malade, il va chez l'ostéopathe et il demande à sa voisine. Ah ben ouais, c'est le truc là-bas. Ben voilà. C'est pas bon, ça. Donc, on sent que là, ça vous... Non, oui, là, c'est une faute. C'est une faute. Bien sûr. Bon. Alors, on va pas conclure là-dessus sur votre... désarroi face à cette situation. Un peu. Mais la conclusion, c'est que c'est une médecine qui va croître.
Alors il faut qu'elle croisse, et elle ne peut pas croître sans la participation des généralistes. Il faut vraiment que les généralistes se forment à cela. Dans une maison médicale. Parlez-leur, ils vous regardent là. Eh bien, formez-vous à ça, venez nous voir au congrès, parce que vous allez voir des choses, vous allez apprendre des choses. Vous ne pouvez pas sortir de ces 2 journées sans avoir appris des choses essentielles pour votre avenir. La médecine manuelle a changé ma vie de rhumatologue. J'étais paramétré, scientifique, pour faire de la médecine universitaire, etc. J'ai trouvé mon bonheur dans la médecine manuelle, mais toujours dans la médecine traditionnelle, classique, on va dire. La médecine manuelle est traditionnelle, bien sûr. Mais ma vie a changé et je recommencerai demain de la même façon. Merci, docteur Tesser, vous êtes excellent, c'est très clair. Et on parlera de ce congrès, parce que là, il y a les demain, ça va peut-être être un peu difficile. Ça va être un peu dur. Mais on vous fera revenir. Je vous rappelle l'adresse mail des Jeudis de la Formation pour vos commentaires et suggestions et vos questions, jdflemoine@gmail.com. Pour revoir nos émissions ou en faire profiter des collègues ou des amis, il suffit d'aller sur le site fréquencemédicale.com. Et aussi, toutes nos émissions, pas que celles des JDF, sont sur notre chaîne YouTube. N'oubliez pas de liker, pouce levé, c'est cela qui fait monter l'audience. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, portez-vous bien.